Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici, de voir des visages connus, de voir des nouveaux visages, ce qui dit bien que l'on mène ici une conversation sur plusieurs années, et c'est très rare d'avoir la possibilité de le faire. Donc merci à Maya Hoffman, à Mustapha Bouayati, à Vassilis Okoinopoulos, à mes fidèles complices Martin Guinard, Sama Moshtari, Maria Finders, pour cette conversation dont je vais essayer aujourd'hui en introduction de donner quelques éléments. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, si vous vous rappelez peut-être, on a travaillé sur l'inconnu, et la question était, est-ce qu'il faut, à un moment où nos sociétés vont vivre une situation environnementale et climatique qu'aucune société n'a jamais connue dans l'histoire, eh bien peut-on apprendre de et face à l'inconnu, et doit-on le réduire en connu ? Et la réponse que nous avons donnée, c'est qu'il fallait justement, à la fin, ne surtout pas réduire cet inconnu en connu, parce qu'on aurait fait disparaître la part irréductible qui vient nous bouleverser. Du coup, la question qui a surgi, c'est faut-il recourir à un mode de compréhension plus profond qu'une pensée analytique historienne ou historiciste, c'est-à-dire le mythe. Et donc c'est tout l'enjeu de la question aujourd'hui et de la façon dont elle installe un certain nombre de tensions, d'enjeux que je vais partager avec vous et dont Salma a déjà commencé à parler. La première question qui se pose très simplement, c'est faut-il abandonner l'histoire pour les mythes ? C'est comme ceci qu'on pourrait comprendre le titre du symposium et son évolution. Le débat a d'une certaine manière déjà eu lieu entre historiens et spécialistes des mythes. Il a eu lieu, c'est un débat qui s'étale sur presque 50 ans entre les historiens et l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, et en particulier entre Fernand Braudel et Claude Lévi-Strauss. Je vous renvoie au bel article de François Hartog sur ceci, et je n'en donnerai que quelques éléments. Ce débat, il se structure au l'idée, et vous avez ces formules, choc de, cette formule de Claude Lévi-Strauss qui dit que à l'un le changement, à l'autre les structures. Donc une première opposition, l'histoire ne traiterait que de la chose superficielle et les mythes traiteraient de la profondeur et des structures. Ce à quoi l'historien répond, Braudel répond dans une formule stratégique et qui cherche à mettre à distance l'anthropologie structurale. Il dit « l'histoire, c'est bien entendu celle des formes inconscientes du social », dans son article sur la longue durée qui paraît en 1960. Ce à quoi Lévi-Strauss répond, en déplaçant encore le problème, l'histoire, c'est l'expression consciente et l'ethnologie qui s'occupe des mythes, l'expression inconsciente. Alors, ce débat, je le rappelle, pour montrer la singularité aujourd'hui, le nouveau contexte dans lequel nous sommes. Le contexte n'est pas simplement de comprendre quel est le bon outil de profondeur pour comprendre le monde. Le contexte a changé et il s'oppose aux deux acteurs du débat. C'est-à-dire que peuvent les historiens, l'ensemble des chercheurs et les spécialistes des mythes face à des puissances d'historicisation de la Terre qui sont en mouvement. C'est-à-dire face à une situation où les temps de la planète, le temps du climat se sont mis en marche à une vitesse qui n'a jamais été expérimentée, et c'est la grande différence avec ces années 1960, lorsque Braudel, la grande différence, c'est que dans les années 1960, ce qui avançait lentement, c'était le climat, c'était l'environnement, et aujourd'hui, c'est ce qui avance plus vite que les structures sociales et que les structures mentales. C'est donc une question tout à fait différente, et je vous propose, puisque je ne suis qu'un historien, de commencer à la traiter par un cas d'étude et de faire ensemble une histoire environnementale de mythe. Un mythe que vous connaissez très bien, qui est le mythe de l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges, vous le connaissez très bien, c'est cet album d'Hergé qui paraît en 1960, Tintin au Tibet, dont le statut est très bien connu des tintinologues. C'est un album que Hergé écrit à un moment de crise personnelle. En 1958, il tombe amoureux d'une jeune assistante de son graphiste dans son atelier. Il hésite à quitter sa femme. Il mettra 4 ans et puis après 17 ans à divorcer. Et c'est dans ce moment de crise personnelle, il entame une psychanalyse parce qu'il fait des rêves. Il fait sans cesse des rêves. Il est hanté par ces rêves qui sont tous les mêmes. À cette époque, je traversais une véritable crise et mes rêves étaient presque toujours des rêves en blanc et ils étaient très angoissants. Et à l'instant, tout autour de moi, le monde est devenu blanc, blanc.
c'est la couverture que vous avez sous les yeux. D'où l'importance de cet album dont on connaît bien le statut, c'est l'album qui est juste avant le sommet de l'œuvre d'Hergé, Les bijoux de la Castafiore, puisque les deux albums qui terminent, Vol 747 pour Sydney et Tintin chez les Picaros, ne sont que des albums de circonstances qui auraient pu ne jamais exister. Alors, dans ce mythe, l'abominable homme des neiges, que Hergé écrit quand il résout sa crise, il a juste cette phrase dans ses carnets, il écrit juste « Thème général très simple, sagesse tibétaine, lama, abominable homme des neiges, pourquoi part-il au Tibet ?» Michel Serres a proposé une très belle interprétation de cet album en commentant la première image et la dernière image. Vous les avez de chaque côté. La première image, c'est Tintin qui nous fait face, Tintin dans les Alpes, et ça se termine par le Yéti qui est de dos et qui regarde Tintin partir. Et comme le dit Michel Serres, c'est la réversibilité du récit. L'un est assimilé à l'autre, Tintin et le Yéti, et vice-versa, c'est-à-dire l'identification de l'homme à la bête, qui est le véritable humain. Et c'est là que l'humanisme de l'album. Cependant, personne ne s'est vraiment intéressé à la figure du Yéti. Et je propose de tenter d'en faire une histoire environnementale avec vous. Car après tout, qui dit Yéti dit une biologie, une écologie, des paysages, même s'il s'agit d'un animal mythique. Cette écologie du Yéti, quand j'ai commencé à faire l'enquête, j'ai été très surpris de découvrir dans une des revues de sciences les plus fameuses du monde, les plus sérieuses, qui existent toujours, c'est Science. Il y a Science et Nature, ce sont les deux grandes revues. Eh bien, Science consacre au même moment, exactement, où Hergé écrit cet album, consacre 3 articles au Yéti. 3 articles au Yéti, c'est tout à fait étonnant, qui sont là. Ce sont des articles qui rapportent des nouvelles de Yéti trouvées. Notamment, on aurait trouvé un corps de Yéti dans une crevasse du mont Makalu, à 8470 mètres. Et Science rapporte qu'un planteur anglais propose d'organiser une expédition pour examiner ce corps. Le dernier article est encore plus alambiqué puisque c'est un biologiste qui explique comment c'est une forme de sandale portée par les paysans qui est faite de roseaux pour se protéger des gerçures, mais qui laisse dépasser les doigts de pied et qui laisse donc cette trace trop large avec des traces des doigts de pied. En fait, Hergé n'a pas lu peut-être ces articles, mais il a lu ce qu'on trouve dans la presse largement diffusée. Par exemple, même dans ce journal, la Bourgogne républicaine de 1954, eh bien, il y a cette citation, ces nouvelles des expéditions sur le Yéti. Ce qui m'a rappelé un passage qui m'avait intrigué dans les mémoires de Jean-Pierre Vernant, l'helléniste, lorsque je l'avais lu au moment de leur publication, où il explique comment il a quitté le Parti communiste tardivement, mais notamment à cause du climat d'irrationalisme qui avait gagné l'URSS. Et il donne comme exemple un collègue historien qui ne le nomme pas, qui était parti sur les traces du Yéti. Et je n'ai compris que très récemment, par une publication, qui était cette personne. Cette personne, c'est Boris Porchnev, que vous ne connaissez pas, mais qu'un certain nombre d'historiens, d'étudiants en histoire connaissaient très bien, puisqu'il était l'auteur d'un livre classique, qui est toujours en chant Flammarion, qui était une référence, certes un peu stalinienne, mais une référence sur les révoltes populaires en France au XVIe et XVIIe siècle. Or, il se trouve que Porchnev, à partir de 1957, se fait financer des expéditions pour rechercher le Yéti dans les montagnes du Caucase, expédition financée par l'Académie des sciences soviétiques dont il est membre. Il écrit même un article dans la Pravda, qui réunit 1200 preuves d'existence du Yéti, et il essaie de démontrer qu'en fait, c'est les traces d'un homme de Néandertal survivant que l'on appellerait à tort un abominable homme des neiges. Alors, quel est l'enjeu cet ouvrage, on le connaît. En fait, le manuscrit n'a jamais paru, il a été censuré. Il n'en existait que quelques exemplaires qui ont été traduits récemment par un groupe de cryptozoologues, ceux qui recherchent les monstres et les mythes, justement. Et donc, vous voyez bien comment, politiquement, par les images qui sont à droite, on commence à rentrer dans un tout autre monde, qui est le monde Maga. Le monde Maga a un imaginaire, non pas du Yéti, mais du Bigfoot.
c'est-à-dire cette créature masculine qui vient des profondeurs de la forêt et qui explique, qui imagine ces forces-là. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a fait la connexion entre le Yéti et le Bigfoot, est-ce qu'on commencerait à atteindre un niveau de compréhension mythologique, c'est-à-dire un niveau profond qui serait celui de figures mythiques plus, plus sérieuses? Car après tout, le Bigfoot est bien connu. Le Bigfoot, il est bien connu de la culture populaire. C'est le fameux film de 1967 de Patterson et Gimlin, tourné en Californie du Nord, qui est la seule image existante d'un Bigfoot. Peut-être un canular, c'est abondamment discuté, vous en pensez ce que vous voulez. Mais en tout cas, le Bigfoot, c'est ce qu'on appelle un Sasquatch ou un Tsanak, qui est le nom salish de Dzonokva, qui est un mythe quaculte bien documenté. Cependant, ni le Yéti, ni le Sasquatch n'ont de rapport direct avec Dzonokva, puisqu'en réalité, ils n'en partagent aucun des traits tels que Lévi-Strauss l'analyse. Il ne s'agit pas d'une ogresse velue qui a une très mauvaise vue au point d'être aveugle, qui vit dans les bois et qui enlève des enfants pour les manger. La question du sexe n'étant pas d'importance, puisque dans les mythes, on peut renverser. Il s'agit bien de cela. On ne retrouve pas non plus les traits forts du mythe, c'est-à-dire le héros qui s'affronte à Dzonokva pour, dans la version la plus forte, aller au ciel et se heurter à son beau-père, le plus souvent identifié au soleil. Donc on a non pas un archétype fondamental, mais on a une sorte d'écume de mythe, une sorte d'humeur. Mais qui nous dit quelque chose de fort, c'est qu'en réalité, à quoi Hergé s'est-il intéressé? Pourquoi saisit-il ce mythe? Parce qu'en réalité, c'est le climat de la guerre froide. La guerre froide, on connaît la compétition pour les missiles, pour les fusées. Il y avait une compétition pour tout, y compris pour trouver le Yéti. C'est-à-dire, même si Américains et Soviétiques n'étaient pas persuadés de son existence, il fallait être le premier à le trouver. Et c'est pour ça qu'ils ont financé chacun ses expéditions et publié des articles. Ce qui donne une dimension politique à Tintin au Tibet, même si Hergé ne parle pas de l'invasion du Népal par la Chine, qui a lieu en 1959, ce qui lui a été profondément reproché. Mais la véritable leçon n'est-elle pas ailleurs pour l'historien de l'environnement? Est-ce que le Yéti n'est-il pas l'abominable homme des neiges qu'un porteur de signes qui révèle la configuration matérielle des territoires qui le portent? C'est-à-dire, est-ce que la leçon du mythe, ce n'est pas le détachement entre le mythe et cette physicalité, puisque un jour, des enfants et des adultes liront cette bande dessinée sans même imaginer qu'il ait existé réellement des étendues glacées avec des glaciers, et un abominable homme des neiges qui n'apparaîtra comme qu'une pure construction imaginaire. Et n'est-ce pas déjà la façon dont nous voyons nous-mêmes ces peintures hollandaises du XVIIe siècle qui nous présentent dans ces paysages hollandais des humains en train de faire du patin à glace sur des étangs, ce que l'on n'a pas vu depuis longtemps, avec un climat qui n'a plus grand-chose à voir avec le petit âge glaciaire. Mais, me direz-vous, n'est-ce pas dérisoire de jouer ainsi avec ces mythologies contemporaines? Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas quelque chose de plus profond, qui est la façon dont les historiens et les peuples premiers ne seraient pas en réalité très proches, c'est-à-dire démunis de la même manière face à l'ampleur des bouleversements? Ce qui m'amène à cette deuxième question: que peuvent les mythes existants face aux changements climatiques et environnementaux? La question bien connue des anthropologues, il y a le beau livre de Jeremiah Cometti qui le montre, comment chez les Kéros des Andes, les Kéros des Andes dont toute la société est désorganisée par le changement climatique, qui affecte les récoltes de pommes de terre, qui affecte la mortalité des alpagas et des lamas. Sauf que dans ce cas-là, ce qui est affaibli, ce sont précisément les mythes, parce que les chamans Kéros interprètent ceci non pas comme un effet du changement climatique, mais comme le fait d'avoir cessé de faire les mythes, à cause de l'urbanisation croissante, à cause des filiations qui se défont. Et donc, finalement, c'est le mythe lui-même qui, dans sa dimension performative et heuristique, est affaibli. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous raconte aussi le film qui est présenté en ce moment à l'UMA, le film, de Camille Enrault, qui raconte l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire, lire avec son enfant, avec ses enfants, un livre qui présente des animaux
que peut-être il ne verra jamais et qui ont déjà ou qui disparaîtront bientôt. Cette question de la puissance et de l'impuissance des mythes, je voudrais très brièvement la partager avec vous à travers une situation ethnographique que j'ai vécue en historien, mais sans compétences d'anthropologue. En 2015, j'étais un des 2 experts envoyés par le Comité français du patrimoine mondial pour le dossier du Marae de Tapu Tapu Atea, celui de Raiatea en Polynésie, au dossier de classement présenté au patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO, et qui d'ailleurs a été élu du premier coup, ce qui est tout à fait rare, mais qui n'a pas fait événement en métropole. La métropole a toujours eu des difficultés à penser les Outre-mer et la façon dont notre propre richesse culturelle était intimement liée à la diversité de ces mondes. Or, ce classement, eh bien, c'était la première fois qu'un Marae était classé au patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire ni plus ni moins que la structure principale des peuples polynésiens et micronésiens, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce que c'est un Marae? C'est une plateforme de pierre lithique, un rectangle, avec une partie qui est un autel, le haou. Et sur cet ensemble-là, eh bien, qui ne semble pas spectaculaire, on faisait des choses extrêmement spectaculaires, puisque c'est là qu'avait lieu l'intronisation des chefs, les sacrifices humains, que l'on gérait les lignages et les titres de propriété en alignant des pierres, que l'on lisait les étoiles avant de partir en navigation, que toute la société s'organisait. Et y compris d'ailleurs tout le paysage, puisque les Marae, il y avait le Marae principal, et il y a tout un tas de Marae liés à celui-ci. Il y a le Marae des prêtres, il y a le Marae de la ligne cadette, il y a le Marae des archers, et c'est tout le paysage de la montagne qui est recouvert, d'un certain nombre de ces Marae. Or, dans cette enquête, eh bien, on était face à une société où les mythes sont encore fonctionnels. Les mythes sont encore fonctionnels. Vous avez, eh bien, c'est la photo qui est prise en haut, c'est la réception qui nous est donnée lorsqu'on arrive. Bien évidemment, on ne le voit pas sur la photo, mais nous-mêmes ne posions pas les pieds sur le Marae. Nous n'avions pas le droit de les poser. Et vous avez les 2 personnes qui nous parlent, sont l'un le prêtre qui ne prend pas la parole et l'autre qui est l'intermédiaire en quelque sorte et qui pendant 1 heure a récité dans une langue que nous ne comprenions pas évidemment la généalogie maori partant depuis Tapu Tapu Atea, d'où sont partis tous les peuples polynésiens, puisque l'ancien nom de Tapu Tapu Atea est Hawaï. Les Hawaïens sont venus de là, y compris les Maoris de Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, vous avez à droite les Maoris qui reviennent. Il faut savoir que c'est quelque chose de nouveau, puisqu'ils ont été bannis de Hawaï lorsqu'à une date qui était peut-être le XVIIe siècle, ils ont commis un crime. Et d'ailleurs, le Marae a changé de nom. Il est devenu Tapu Tapu Atea, c'est-à-dire tabou tabou. Et aujourd'hui, il y a un processus de réconciliation qui est toujours en cours. Les Maoris sont revenus. Ils ont le droit à nouveau de poser le pied sur le Marae, mais ils n'ont pas le droit de se tenir debout. Il faut des années avant d'arriver à se réconcilier. Autre élément de fonctionnalité, cette petite île que vous avez, c'est un motu. C'est là qu'étaient accomplis les sacrifices d'enfants, et personne n'y va. Et on nous a raconté l'histoire d'une seule personne qui était allée, qui était d'une autre île, et qui est revenue avec une main, la trace d'une main sur son épaule, qui n'a disparu que lorsqu'il est reparti en métropole et qu'il a mis 2 océans de distance entre la malédiction et lui. Et enfin, ce n'est pas à imaginer, mais c'est une lettre qu'on nous a donnée à l'aéroport, à la personne qui nous accompagnait à l'aéroport le dernier jour, le jour de notre départ. C'est une lettre anonyme rédigée en anglais, envoyée depuis Hawaï, d'une personne qui dit « S'il vous plaît, remettez dans le haou » qui est la partie sacrée, ces éléments que j'ai pris, qui sont ces fibres, ces coquillages, et on comprend à la lettre que pour avoir fait cette chose sacrilège, eh bien des malheurs terribles se sont abattus sur cette personne et qui demande à un intermédiaire de les remettre dessus. Mais néanmoins, cette société, eh bien, on en voyait aussi toute la partie d'affaiblissement, affaiblissement face à la menace du changement climatique, qui sans doute submergera ce Marae, voyez où il est situé, affaiblissement par rapport aux appétits touristiques et capitalistes, que seule la distance, eh bien l'île n'étant préservée que par la distance de certains de ces appétits, mais qui existaient, et puis enfin par la mort,
puisque vous voyez sur cette photo les 3 personnes qui nous accompagnaient, celui qui est avec les lunettes de soleil, qui a cette prestance extraordinaire, ne parlait jamais, c'est le roi, tout l'ancien roi, puisque lui et sa famille ont été dépossédés de leurs terres par, d'ailleurs, une personne qui était un des ancêtres d'une des ministres du gouvernement avec laquelle on travaillait à ce moment-là. Donc ça montre la douleur de ces histoires. Et en fait, quelle était la leçon et le fond de cette demande de classement? On pourrait dire, eh bien voilà une société qui affaiblie, eh bien se tourne vers une notion occidentale qui est celle de patrimoine, en disant, s'il vous plaît, patrimonialisez-nous pour nous sauver de la disparition et de la cassure de ces mythes qui vont devenir morts, parce qu'une fois que ces 3 personnes auront disparu, eh bien, il y aura une continuité qui va s'éteindre. En réalité, ce n'était pas du tout ça, je suis persuadé que ce n'était pas du tout ça leur démarche. Le Marae Tapu Tapu Atea a une particularité, c'est un Marae diplomatique. C'est le Marae qui servait à faire des relations diplomatiques entre tous les peuples polynésiens qui revenaient chaque année, traversant les océans, qui revenaient là. Et il se trouve, j'en suis persuadé des longues discussions avec eux, c'est que ces 3 personnes, lorsqu'ils ont vu arriver le risque de la disparition de leur société, eh bien, se sont tournés tout naturellement vers l'UNESCO en disant, eh bien, finalement, ce sont des gens comme nous. L'UNESCO est un lointain descendant de Tapu Tapu Atea, c'est-à-dire comme nous, un conseil de sages qui fait de la diplomatie. Et donc on va faire une alliance avec ce conseil de vieux sages comme nous pour faire de la diplomatie et conserver la fonction de notre mythe. Mais même là, eh bien, s'il y a une forme de patrimonialisation, on voit bien les éléments de fragilité. Patrimonialiser, c'est ni plus ni moins que ce que Michel de Certeau appelait la beauté du mort. On patrimonialise ce qui s'affaiblit, qui n'a plus de fonction. Et puis c'est aussi le risque du repli sur soi. Et ce risque du repli sur soi, on le voyait, c'est-à-dire l'autoréférentialité, dont je vous donne juste un exemple. Là, vous avez sous les yeux, c'est la grande pieuvre géante dont les tentacules vont jusqu'à Hawaï. On nous a d'ailleurs montré l'endroit secret où elle se trouve sous la mer, avec le Marae souterrain, où personne ne peut aller parce que les courants empêchent de s'en rapprocher. Eh bien, néanmoins, il y a cet élément de fragilité. Dans le dossier de classement, c'était tout à fait significatif. Eh bien, il avait été décidé de ne pas mettre dedans la période de contact avec les Européens, puisque c'était un épisode trop douloureux qui était venu détruire cette société-là. D'où le risque après de réifier, d'inventer une société qui n'a peut-être jamais existé sous cette partie-là, de folkloriser peut-être, et de ne pas être capable de rendre compte de ces mythes, comme Antoine Lilti l'explique dans son très beau livre sur Tahiti, c'est-à-dire le contact comme une forme d'incompréhension entre des peuples, mais qui néanmoins produit des effets, des affects et de la connaissance par cette incompréhension. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est si les mythes existants ont perdu leur prise de réel, eh bien alors faut-il en créer de nouveaux? Produire de nouveaux mythes, c'est une réponse assez fréquente chez les penseurs et les militants de l'écologie, voir ce que font les écoféministes. Chez certains peuples aussi, voir l'utilisation qui est faite des kogis. Vous avez peut-être vu les kogis qui sont, assez populaires dans la Drôme. Et si j'en crois mes collègues anthropologues, Philippe Descola en l'occurrence, eh bien les kogis ont la réputation d'être des marchands de mythes qui inventent des mythes à la demande pour plaire à leur clientèle. C'est une parole que je rapporte. Les artistes eux-mêmes, excusez-moi, je n'avais pas montré ça. Voilà les kogis que vous connaissez peut-être, et il y a ce livre édité d'ailleurs par Actes Sud sur les kogis et les pierres qui parlent. Les artistes eux-mêmes ont eu recours aux mythes. C'est bien connu dans la période de l'expressionnisme abstrait à New York, dans les années 1940. Vous avez, ce n'est pas un hasard, si Gottlieb comme Rothko, les 2 premiers tableaux qui les font connaître sont des tableaux consacrés à des mythes. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte qui est le début de la guerre froide, où il y a la propagande qui se met en place, il y a une instrumentalisation de l'art, et bien justement, dans une geste qui est inspiré en partie par le surréalisme, il s'agit justement de recourir au mythe pour avoir un type de langage qui ne puisse pas être instrumentalisé, qui garde la puissance de l'art comme ce qui libère des forces profondes, des forces qui n'ont pas à rendre compte de la différence entre le bien et le mal, entre le conforme et le non conforme, et qui puissent interroger ceci. Et même les tableaux
abstraits que Rothko peindra après, qui sont plus connus, ne sont rien d'autre, continuent cette figure mythique à travers la recherche d'un langage universel par-delà les différences. Mais le contexte a profondément changé depuis les années 1940. Le contexte a profondément changé parce que lorsqu'on parle des mythes aujourd'hui, eh bien les mythes aujourd'hui, c'est la Silicon Valley, la tech, l'intelligence artificielle. Et j'en prends comme exemple cette phrase d'Arthur Mensch, le patron, de Mistral AI, dans son interview de New York Times, dans laquelle il avait déclaré ce qui avait fait, beaucoup de bruit, eh bien, comment il ne croit pas, il ne croit pas à l'IA générale parce qu'elle consiste à créer Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je suis un athée convaincu. Je ne crois donc pas à l'IA générale. La phrase peut sembler étrange, en réalité, c'est exactement ce qu'explique Gilbert Simondon dans la citation qui est longue à côté et que je ne commenterai pas. Vous pouvez juste lire les passages qui sont mis en caractère gras, de mon fait. Émile Simondon explique qu'est-ce que c'est un faux mythe. Un faux mythe, eh bien, l'exemple, dit-il, c'est l'idolâtrie de la machine et du désir de puissance. Pourquoi ? Parce que ça revient à une idée fausse, qui est celle de la conception de la machine comme une étrangère, c'est-à-dire la méconnaissance de la façon dont la machine enferme de l'humain, ce qui la rattache aux valeurs et aux concepts faisant partie de la culture. Et donc, dit-il, dans ce faux mythe, eh bien, en réalité, l'illusion, c'est de ne pas rendre visible l'humain qui est dans la machine et donc de rêver de la machine de toutes les machines. Mais, dit-il, la machine de toutes les machines n'existe pas parce qu'elle n'est rien d'autre, la machine, que de l'humain qui est contenu dedans. Et ça nous renvoie à à la fonction des mythes telle que l'a développé François Hartog. Les mythes servent à faire des partages. La première fonction des mythes, c'est de faire des partages entre les dieux et les hommes. Et si justement l'IA générale, ça revient à affaiblir cette partage pour avoir une contamination générale. Cette contamination générale, elle a des enjeux politiques qu'il faut bien comprendre en retournant aux années 1930. C'est le chapitre d'Ernst Cassirer dans Le mythe de l'État, le chapitre sur la technicisation du mythe, où Cassirer écrit en exil aux États-Unis, en anglais, ayant perdu lui-même sa langue, comment il a vu son monde changer en Allemagne à partir des années 1930 et comment les nazis ont gagné, non pas d'ailleurs en commençant par construire des armes, des machines, des canons, mais d'abord en produisant des mythes. D'abord en produisant des mythes, c'est-à-dire en technicisant le mythe pour, à partir de deux outils, le premier qui est la perversion du langage. Il donne cet exemple, Siegfried, et c'est, qui est en caractère Siegfried et Siegfried, comment on invente des nouveaux mots qui fait qu'on ne sait plus qui est qui, et en créant des nouveaux mythes, des nouveaux rites. Et donc ça nous dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que dans ces cas-là, le mythe est perverti, parce qu'il ne sert plus à faire tenir ensemble des contradictions. Il efface les contradictions pour faire naître un discours dominant qui, dans ce cas-là, cache une volonté de puissance qu'on appelle parfois un grand récit. Et Cassirer le dit très bien, il ne faut surtout pas écrire des nouveaux mythes. Il ne faut surtout pas produire des nouveaux mythes. Il faut faire ce que l'anthropologie nous apprend, c'est-à-dire que les mythes sont des machines parce qu'elles se combinent à l'infini avec les possibilités de produire à l'infini de nouveaux mythes. Il ne faut pas le faire, pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte où il y a des mythographes extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Et rappelez-vous, ce que dit Cassirer sur les nazis des années 1930, eh bien, dans ces années-là, d'autres artistes, écrivains avaient dit eux aussi il faut recourir au mythe. C'est ce qu'écrivait Walter Benjamin, c'est ce qu'écrivait Siegfried Kracauer, et tous ont été balayés et ont dû partir en exil et quitter l'Allemagne. Cette perversion du langage, on la voit aussi. Cette perversion du langage, je vous renvoie à cette publication récente de Barbara Cassin, La guerre des mots, qui explique comment Trump et Poutine ont inventé un nouveau langage qui pervertit tout. Ce n'est pas si intéressant d'ailleurs que ce soit Barbara Cassin qui l'écrive. Barbara Cassin,
qui, à 22 ans, participe au fameux séminaire de Thor chez René Char avec Heidegger. Heidegger étant le grand ennemi d'Ernst Cassirer, Heidegger étant un de ceux qui a le plus perverti le langage pour affaiblir toutes les distinctions. Et elle raconte dans une interview qui a une dizaine d'années, sur laquelle elle revient à ces épisodes, elle dit « Oui, j'ai toujours aimé plus les mots, j'ai toujours préféré les mots à la vérité, et les philosophes ont toujours aimé les tyrans, et il faut l'assumer. » Peut-être que cette publication est aussi une manière d'un changement historique, d'un moment historique qui n'est plus tout à fait le même, où effectivement il faut peut-être préférer la vérité au plaisir des mots, et puis se méfier des tyrans, même s'ils nous attirent. En conclusion, je dirais, pour comprendre, pour ramasser les enjeux de ce symposium tel que je le comprends, eh bien, c'est justement de s'attaquer à toutes ces contradictions et toutes ces tensions. Et j'explicite donc ma position très simplement. Les mythes sont un outil très dangereux. Il ne faut pas en produire de nouveaux. En revanche, c'est une machine très puissante si on joue avec leur fonction, qui est de produire des partages, d'articuler des différences et des ressemblances, de construire des seuils. Et à partir de là, de nous permettre d'avoir un niveau de profondeur inégalé. Et c'était l'intuition de Claude Lévi-Strauss dans le prologue d'Histoire de Lynx, lorsqu'il commente les progrès de l'ADN et de la physique quantique, où il dit, eh bien, la science, à certains moments, et nous sommes toujours dedans, arrive à un niveau de compréhension du monde qui est impensable à penser pour les humains. Et donc, il faut recourir au mythe. La science elle-même, eh bien, touche le mythe, parce que c'est ce qui permet de comprendre ceci et de mettre ceci en rapport à travers, à travers des connexions. Et donc, je pense qu'effectivement, ce niveau de profondeur, et je crois que c'est ce qu'on va expérimenter aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de mettre en rapport, d'avoir un dialogue entre différents types de pensées, la pensée logique, la pensée historique, la pensée artistique, pour installer une forme de résistance à des machines mythologiques impérialistes qui profitent de notre désarroi dans ce basculement de monde créé par les changements climatiques et environnementaux. Mais si on veut faire ça, il va falloir le faire avec beaucoup de précision et de rigueur, et c'est aussi un des enjeux de notre symposium. Je vous remercie.